Je ne sais pas comment elle est décédée. Pendant notre relation, j'ai dû serrer trop fort sa gorge. Je ne voulais vraiment pas ce qui est arrivé, Madame la Présidente, plaide l'accusé. Son positionnement est clair. Si Lucas, à l'arrivée, explique qu'il est bel et bien responsable de la mort de Justine Vérac en octobre 2022, il persiste, ne pas l'avoir violée et ne pas avoir voulu la tuer. Mais est-il vraiment crédible au vu du dossier? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo où nous nous penchons sur l'affaire Justine Vérac. Bonjour et bienvenue, nous allons aujourd'hui revenir sur ces 2 premières journées d'audience. 2 journées particulièrement chargées et riches en émotions. Très tôt ce lundi matin, le public était nombreux pour venir assister au procès. Il est 9h26 lorsque Lucas Larrivé prend place dans le box des accusés. Il porte une chemise à carreaux, il a la mâchoire serrée, les traits tirés et regarde bien souvent le sol. La présidente rappelle que l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Puis elle se tourne vers lui et comme il est d'usage, elle lui demande « Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ?» Un seul des deux, répond l'accusé. En effet, c'est une constante, Lucas Larrivé n'a jamais reconnu les faits de viol qui lui sont reprochés. Avant d'aborder cette question, la cour d'assises va se pencher sur la personnalité de l'accusé, car comme le dit l'adage, juger, c'est comprendre. Que pouvez-vous nous dire spontanément de votre vie ? Demande la présidente. J'ai 24 ans, répond l'accusé, et je ne sais pas, madame. J'ai grandi dans une famille aimante, je n'ai manqué de rien, j'ai reçu la meilleure éducation possible. J'ai été un enfant turbulent, je ne tenais pas en place. Par la suite, j'ai voulu aider mon père sur l'exploitation familiale, et j'ai suivi des études de menuiserie. Vous dites turbulent, vous étiez normalement actif ou bien turbulent qui pouvait dépasser le cadre de la normalité? D'après ce qu'on m'a dit, j'étais toujours dans la limite, répond l'accusé. J'ai vu un psychologue quand j'avais moins de 10 ans. Et quel souvenir gardez-vous de cette consultation? Je n'ai pas vraiment de souvenir, madame. Il évoque ensuite les membres de sa famille, sa sœur, qui est en fait une demi-sœur, et avec qui il avait auparavant des liens distants. Désormais, il n'a plus aucun lien du tout avec elle. Mais il évoque aussi, non sans émotion, son petit frère de 17 ans. Nous avons des liens fraternels, on s'aime. On a toujours été là l'un pour l'autre. Il est toujours venu me voir en maison d'arrêt, dit l'accusé. Il évoque par ailleurs la mémoire de son grand-père, avec qui il était particulièrement proche, qui lui a fait découvrir la menuiserie et qui est décédé quand il avait 8 ans. Tout s'est écroulé quand il est décédé, dit Lucas Larrivé qui a les larmes aux yeux. C'était un pilier, un repère pour moi. Ensuite, ses relations avec les femmes sont examinées. Quelles sont vos relations avec les femmes, monsieur Larrivé? Des relations normales, je ne sais pas comment vous l'expliquer, madame. Qu'est-ce que vous attendez d'une femme? Je ne sais pas, je n'attends rien de particulier. Mais maître Guyot, en partie civile, n'hésite pas à saisir l'occasion pour égratigner déjà l'accusé. Un certain nombre de femmes ont été invitées chez vous, au point que votre mère finisse par dire que la maison n'était pas une auberge de jeunesse. Vous confirmez? Oui, dit l'accusé. Et dernière question, vous êtes passé vite sur votre sœur. Quel métier fait-elle? Quel est son prénom? Elle est gendarme et elle s'appelle Justine. C'est ensuite au tour de maître Labrousse, bien connu au barreau de Tulle, d'interroger son client. Lui aussi évoque les nombreuses conquêtes de Lucas. Dans votre histoire, on voit que vous avez près de 60 aventures, entre vos 14 et vos 20 ans. Pourquoi? Je voulais rester dans quelque chose de léger, sans sentiment, dit l'accusé. Les femmes se succédaient? Oui. Jusqu'à ne plus connaître le nom de certaines femmes? Ça m'est arrivé, oui. Avec plusieurs jeunes femmes en même temps? Dans le même lit? Oui, maître. Comment décrivez-vous ce que vous étiez? Je voulais profiter de la vie avant de trouver quelqu'un avec qui je serais posé. Avez-vous déjà forcé vos compagnes? Non, jamais. On comprend la démonstration de l'avocat. Lucas serait un séducteur, mais pas un violeur. C'est en tout cas là où l'avocat de la défense veut en venir. Il interroge ensuite sur son côté fêtard. On se retrouvait souvent entre amis, commence l'accusé. Dès qu'on pouvait, dans les bars, chez des amis, durant des fêtes, on consommait de l'alcool. Oui, parfois beaucoup, c'est possible, mais jamais de stupéfiants. J'ai commencé à prendre des stupéfiants en détention pour arriver à dormir. Maître Labrousse poursuit sur les côtés sombres de la personnalité de Lucas Larrivé, comme s'il voulait montrer qu'il joue carte sur table. On évoque désormais l'épisode de l'incendie volontaire chez son ancien maître de stage. Vous aviez été condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, commence le pénaliste. C'était en janvier 2024. Je vais vous poser une question et je vous demande une réponse transparente. Cette punition est-elle aujourd'hui acceptée? Oui, maître, répond l'accusé. L'avocat général saisit l'occasion et demande « Au fond de vous, monsieur Larrivé, avez-vous le sentiment que cette décision de justice était injuste? » Je pense que ce n'était pas juste, mais j'accepte la décision, répond le prévenu. C'est ensuite au tour de l'enquêteur de personnalité de venir déposer à la barre pour retracer les événements marquants
de la vie de l'accusé. Il explique que Lucas Larrivé grandit auprès de ses parents dans une famille de milieu correct, avec une éducation ferme, mais juste, sans difficulté particulière, ni violence ou addiction quelconque. Il a pu recevoir des claques ou des fessées, mais rien de traumatisant. Il conclut finalement à une enfance et une adolescence plutôt heureuses, tout en admettant à avoir été un enfant plutôt turbulent, très actif et qui ne tenait pas en place. Ses parents ont indiqué qu'à l'adolescence, ils lui ont laissé une certaine autonomie. Concernant son parcours sentimental, il a confié avoir plusieurs relations amoureuses, dit l'expert. Concernant son parcours sentimental, il a confié avoir eu plusieurs relations amoureuses. Des jeunes filles qui l'ont aussi trompé quand il était plus jeune. Il a ensuite fréquenté une fille, Anna, de juillet 2021 à septembre 2022. Ils ont vécu ensemble de janvier 2022 à septembre 2022. Monsieur Larrivé indique qu'il n'a pas les mêmes attentes que sa compagne de l'époque. Ils étaient souvent en désaccord, ce qui générait des disputes. Il assure n'avoir jamais été violent avec elle, mais il a pu être insultant. Celle-ci témoigne d'un changement de comportement notable après leur séparation. Anna dit qu'il était devenu fou et qu'il avait pu être violent à son encontre. Lucas Larrivé plaisait aux femmes et il aimait plaire aux femmes. Il avait la réputation d'un homme à femme. Questionné, il nous informe qu'il n'avait pas de pratique sexuelle particulière. Son ancienne compagne, Anna, a en revanche expliqué qu'il l'avait étranglée à une reprise durant un acte sexuel. Une ancienne compagne a aussi parlé d'étranglement au cours d'un acte. Il conclut sa déposition par les mots de l'accusé, qui lui a confié à la fin de leur entretien « J'avais tout pour être heureux. La maison de mon grand-père, ma chienne et l'entreprise de menuiserie que je voulais créer. » À la reprise, c'est l'expert psychiatre qui a examiné Lucas Larrivé qui est appelé à la barre. Il note un contact froid, détaché et une pauvreté de ses affects. Lucas Larrivé, dit-il, n'a pas eu de mots particuliers pour la victime. Il dira « J'ai foutu mon avenir en l'air, j'ai perdu ma ferme, j'avais acheté un chien, je ne le reverrai pas. » Il a aussi dit « Pourquoi j'en suis arrivé là? Je n'ai pas de réponse, mais je prendrai au moins 20 ans. » L'expert psychiatre conclut à des traits sociopathiques marqués, une surestimation de soi, une absence de remords, de culpabilité, un manque d'empathie et une incapacité à assumer une responsabilité. Le psychiatre a aussi indiqué que l'accusé ne souffrait pas d'un trouble ayant pu abolir son discernement au moment des faits. Et il conclut à une dangerosité sur le plan criminologique. La présidente demande à l'expert un éclairage bien particulier. Il faut savoir qu'au cours de la procédure, Lucas Larrivé a évoqué des relations sexuelles imposées sous la contrainte d'un certain Noé. L'accusé reviendra ensuite sur ses propos en expliquant avoir tout inventé. La présidente demande « Sous les menaces de ce Noé, Lucas Larrivé aurait donc violé Justine Vérac et cet individu aurait frappé la jeune femme. Peut-on imaginer que ce serait peut-être une façon détournée de reconnaître matériellement que des actes ont été commis tout en se dédouanant de toute responsabilité? » Le psychiatre répond par l'affirmative. Oui, c'est effectivement un mécanisme projectif, quand par exemple on a fait quelque chose qui dépasse la raison. C'est au tour de Maître Labrousse, en défense, de poser des questions à l'expert. Et très clairement, il n'apprécie guère que son client puisse être qualifié de psychopathe. Pourquoi avez-vous dit que mon client avait fait des choses graves alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence? Demande l'avocat corrézien. Un principe de droit pénal que vous devez connaître. Un échange tendu s'engage entre l'avocat et l'expert. Et pourquoi dites-vous qu'il a fait des choses graves? Qu'en savez-vous? Pourquoi dites-vous que vous avez connaissance des aveux de l'accusé? Continue le pénaliste. C'est ce que je sais de l'instruction, répond le psychiatre. Vous ne savez pas grand-chose, en fait, monsieur l'expert, lance Maître Labrousse, cinglant, qui ensuite mettra en cause la méthodologie de l'expert. Face aux nombreuses questions grinçantes de l'avocat de la défense, il réplique sans se démonter. Et c'est finalement le psychiatre qui va poser une question au pénaliste. Il a reconnu les coups mortels, non? Oui, répond l'avocat de la défense. La dangerosité est donc là. On est d'accord, conclut l'expert psychiatre, qui finit par avoir le dernier mot. On l'a vu, le débat est donc très tendu entre les deux hommes. Maître Labrousse, l'avocat de Lucas Larrivé, en profite pour préciser à ce moment-là la position de son client, ce dernier ne connaissant pas toutes les subtilités du droit. En vérité, Lucas Larrivé nie le meurtre comme le viol. Il reconnaît les coups volontaires ayant entraîné la mort de Justine, mais sans intention de la donner. Une qualification juridique qui pourrait permettre à son client de bénéficier d'une peine bien plus légère, pouvant passer de 30 à 15 ans. L'expert psychologue succède ensuite à la barre à l'expert psychiatre. Elle aussi relève une personnalité égocentrée, peu accessible à la culpabilité. Elle note de l'intolérance et de la frustration. Elle relève également une tendance à la toute-puissance et à la satisfaction immédiate du désir. Le soir des faits, Lucas a expliqué à l'expert psychologue avoir eu un trou noir. Il a déclaré que lorsqu'il est sorti du trou noir,
il avait le corps de Justine devant lui et qu'il était en train de fumer une cigarette. C'est alors qu'il tombe dans un mécanisme dissociatif. Il a parlé d'un coup de poing extrêmement violent qui a dégénéré et avoir vu beaucoup de sang, rapporte la psychologue. C'est désormais au tour de Jean-Michel Larrivé, le père de l'accusé, de venir déposer à la barre de la cour d'assises de Tulle. Il s'approche d'un pas hésitant, visiblement très ému sous le regard de son fils. Il commence en disant « Il a toujours été très vivant. Il était quelqu'un de très attachant. » Lucas Larrivé baisse la tête lorsque son père parle de lui, comme s'il avait honte. Il m'a dit « Je veux être comme toi, papa, je veux être agriculteur. Je suis fier des moments passés avec mon fils. » Interrogé sur les défauts de Lucas, il reste superficiel et semble relativiser. Il bougeait beaucoup trop et il a eu des remontrances à l'école. Il est ensuite invité à réagir sur l'incendie de Lagrange dans lequel la responsabilité de son fils a été établie. Là aussi, il prend la défense de son fils et semble même questionner le verdict. « Je n'y croyais pas, dit-il, et j'ai trouvé des choses ambiguës lors du procès, mais je respecte la décision. » Puis il ajoute « Quand il fait des bêtises, Lucas a toujours assumé. » La présidente lui explique alors avec beaucoup de tact « Mais vous n'étiez pas là ce matin quand je lui ai rappelé, mais aujourd'hui, il est vraiment définitivement condamné dans l'affaire des incendies volontaires. » « Je n'étais pas au courant, » répond le père de Lucas Larrivé, un peu pris de court. « Jamais j'aurais pensé qu'il serait impliqué dans une affaire comme celle-là. Je tombe un peu dénu. » « Comment se passent les rencontres en prison ?» poursuit la présidente. « Difficile à dire, il se confie peu. Au début, je refusais d'aller voir mon fils. Mais quelque temps sont passés, je me suis rendu compte que j'aimais Lucas, que j'avais besoin d'aller le voir. Sa voix s'étrangle et laisse place à un silence. Jamais je l'excuserai pour ce qui s'est passé, mais jamais je ne le renierai. » Lucas, à l'arrivée, craque dans le box des accusés et fond en larmes en écoutant son père. Il se frotte les yeux puis regarde son frère. L'avocat général semble tout de même vouloir remettre l'église au milieu du village. Car si la douleur du père de l'accusé peut s'entendre, que dire alors de celle des proches de Justine Vérac ? On sent toute la détresse et l'amour que vous avez pour votre fils, et c'est normal, commence le magistrat. Mais ce n'est pas vous l'accusé aujourd'hui. Pour autant, je n'ai pas entendu de mots pour la famille, là, derrière vous. Cette famille, elle n'a plus d'enfants. Monsieur, une jeune femme est morte et a été enterrée dans un trou. Pensez-vous qu'on puisse qualifier cela de bêtise ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'une vision minorée du passage à l'acte de votre fils ? Le père de Lucas est confus, il cherche ses mots. J'ai du mal à comprendre, se contente-t-il de répondre. Puis c'est au tour de la mère de Lucas Larrivé de venir témoigner à la barre. Elle non plus n'est pas très à l'aise. On l'a fait asseoir sur une chaise. Puis elle commence par évoquer l'enfance de son fils, ses souvenirs à la menuiserie ou sur l'exploitation familiale. Puis c'est au tour de la mère de Lucas Larrivé de venir témoigner à la barre. Elle non plus n'est pas très à l'aise. On l'a fait asseoir sur une chaise. Elle commence à évoquer l'enfance de son fils, ses souvenirs à la menuiserie familiale ou sur l'exploitation. Pendant ce temps, l'accusé pleure dans le box. Elle évoque ensuite les relations de son fils avec les femmes. Quand il habitait encore à la maison, il m'avait demandé une première fois s'il pouvait amener une copine. J'ai dit oui. Puis une deuxième, une troisième fois où j'ai aussi dit oui. Et après, j'ai dit non. Je lui ai dit « Ton petit frère est petit, il n'a pas besoin de voir un défilé de copines. » La présidente lui demande alors « Mais qu'attendez-vous de ce procès ?»« Que justice soit faite, » répond timidement le témoin. « Je constate que vous n'avez aucun mot pour la famille de Justine Vérac, » rétorque la présidente. « Comme votre époux, comme votre fils. C'est que je me sens ridicule. Je trouverais ça tellement mal placé de m'adresser à eux, me mettre à leur place. Je ne peux pas. » Maître Guillot, en partie civile, s'engouffre immédiatement dans la brèche. J'ai été soufflé par le manque d'empathie de monsieur Larrivé. Pour clore cette première journée, la cour décide d'entendre Anna, une ex-petite amie de Lucas. Il est très tard et on sent que les jurés fatiguent, mais la présidente tient son planning. Nous nous sommes rencontrés en juillet 2021. Au début, tout se passait bien, puis il a commencé à être agressif, surtout après la séparation, où il y a eu des insultes, des rabaissements. Elle mentionne notamment un épisode où il s'était énervé et l'insultait en disant « Grosse pute, t'es qu'une merde ». Ou encore un autre au cours duquel Lucas Larrivé l'a littéralement plaqué par terre. Que pouvez-vous nous dire des relations sexuelles ? Y avait-il de sa part des demandes particulières ? Demande la présidente. Non, c'était normal. Il était normalement demandeur, sans violence particulière. Elle évoque aussi des pratiques de strangulation consenties qui ont pu faire partie de leur jeu sexuel. La deuxième journée d'audience commence ensuite avec l'audition de l'entraîneur de foot, puis un certain nombre d'amis de Lucas Larrivé qui viennent déposer. Les incidents d'audience se multiplient également, car Maître Labrousse a tendance à exaspérer tout le monde. Il semble plaider avant l'heure au lieu de poser des questions aux témoins et il n'hésite pas non plus à couper la parole à la présidente de la cour d'assises qui doit le reprendre vertement. Puis c'est au tour de Lucas Larrivé de prendre la parole. Il doit s'expliquer notamment sur les faits. « Que retenez-vous de ce qui a été dit sur vous ?» demande la présidente. « La plupart des gens ont dit la vérité sur moi.
Mais Anna n'a pas dit la vérité sur comment s'est passée la séparation. Je l'ai retrouvée avec un garçon dans notre appartement. Quand je suis retourné là-bas, je venais juste pour chercher mon permis. Tout cela s'est passé sans violence physique. Je suis aussi surpris par l'expert psychiatre. Parce que malgré son métier, on ne peut pas cerner quelqu'un en 1 heure. Peut-être avec 2 ou 3 autres rendez-vous, cela aurait été plus compréhensible. Avez-vous des choses à ajouter ? Il n'y a jamais eu de violence physique. Mes parents m'ont donné la meilleure éducation possible et voir ce qu'ils auraient reproché, ce n'est pas normal. C'est moi qui suis dans le box. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est produit le 23 octobre 2022 ? Je suis sorti de la boîte de nuit pour uriner. On s'est fait un smack et elle a été vomir. Je me suis ensuite assis à ses côtés dans sa voiture. Après, nous avons été marcher. Sur la route, pour aller manger, place du théâtre, nous avons discuté et je lui ai proposé d'aller rentrer chez moi. Elle a dormi pendant le trajet. À notre arrivée, j'ai été chercher des draps chez mes parents. On a fait le lit, on a bu un verre d'eau, on a fumé une cigarette et nous avons fait l'amour. Après, le pourquoi du comment, je ne sais pas comment elle est décédée. J'ai d'abord pensé que c'était par rapport au coup de poing que j'avais mis. C'est ce que je me suis dit, mais au final, c'était pas ça. Pendant notre relation, j'ai dû serrer trop fort sa gorge. Je ne voulais vraiment pas ce qui est arrivé, Madame la Présidente. Et après, je ne sais pas si je me suis rendu compte. Tout ce que j'ai fait après n'était pas réfléchi. C'était machinalement. Après, j'ai mis son corps dans ma voiture et je me suis demandé comment j'allais faire. J'ai posé le corps et j'ai creusé un trou. Je l'ai mis dedans et ensuite j'ai refermé et je suis rentré chez moi. Et ensuite, demande la présidente, Manon m'a ensuite appelé pour venir la chercher. J'ai été pris de panique, je n'étais pas obligé de dire oui, mais si j'avais dit non, elle n'aurait pas compris. Après, j'ai tout nettoyé, j'ai pris une éponge pour tout lessiver. Ensuite, il est resté ses affaires, son sac, ses baskets, et j'ai tout jeté dans un tas de débris. Je n'ai pas réfléchi, j'ai allumé le feu. Après, j'ai pris une douche et je suis allé chercher Manon. Ensuite, on est rentré chez moi, on a fait l'amour 2 fois. Le lendemain matin, je suis allé boire le café chez mes parents et chercher ma chienne. Mon père était là et j'ai dû lui mentir, droit dans les yeux. Ensuite, j'ai ramené Manon sur Brive et je suis re-rentré chez moi. Une version sans doute bien préparée qui colle parfaitement avec les coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner que souhaite plaider son avocat, Maître Labrousse. Mais est-ce seulement la réalité ? En tout cas, la présidente va reprendre le fil de cette soirée fatale et pousser l'accusé dans ses retranchements en posant des questions courtes, précises, rapides. Il y a une vidéo de Justine où on la voit tibuter en sortant de la boîte de nuit, commence-t-elle. On a du mal à l'imaginer pouvoir tenir une conversation. Je ne sais pas, madame. Où étiez-vous assis dans la voiture de Justine quand elle a voulu se reposer ? Sur la banquette arrière. Il y a de quoi d'autre aussi sur cette banquette arrière ? Je ne sais pas, madame. Monsieur l'arrivée, il y a un siège enfant pour un enfant de 2 ans. Comment vous arrivez à monter tous les deux ? La porte est encore ouverte, répond l'accusé. Et ensuite, je lui demande si elle veut venir chez moi. Elle dit oui et on y va. Du coup, on n'a pas été manger. Chez vous, vous n'avez pas préparé une omelette ? Non, madame. Quelle était la situation de Justine Vérac ? Elle avait un copain, répond l'accusé. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et c'est tout ? Un enfant aussi. Vous savez autre chose, non ? Je ne vois pas, madame. Elle vous a volontairement suivi ? Oui, répond l'accusé. Elle n'avait pas de voiture pour repartir de chez vous ? Je l'aurais ramenée, c'était ça qui était prévu, répond Lucas l'arrivée. Que s'est-il passé ensuite chez vous ? Quand j'arrive chez moi, je gare la voiture. Justine sort par ses propres moyens. Elle prend ses affaires. J'allume la lumière du couloir, elle boit un verre d'eau et après, on a une relation sexuelle, madame. Quelle était l'idée quand elle est venue chez vous ? Il n'y avait pas d'idée particulière. Vous n'aviez pas dans l'idée d'avoir une relation sexuelle ? Poursuit la présidente. Non, ça s'est fait naturellement. On s'est embrassés à la maison. Ah, ça c'est un scoop. Vous ne l'aviez pas dit. Ce soir-là, on s'est embrassés devant la charrette. Alors qu'elle n'était pas bien ? C'est pas moi qui l'ai embrassée, c'est elle, répond Lucas à l'arrivée. C'est la première fois que vous le dites. Non, je ne crois pas, répond l'accusé. Les enquêteurs ont dû oublier de le noter alors, répond la présidente cinglante. Revenons donc à la chambre. Oui, nous avons fait le lit, nous avons eu un rapport sexuel, et c'est là que j'ai serré trop fort. Je ne sais pas pourquoi, mon intention n'était pas de lui faire du mal. Alors pourquoi avoir fait cet étranglement ? Je ne sais pas, madame la présidente. Pourquoi vous faites à nouveau ce même geste d'étranglement sur Manon quelques heures plus tard ? Je ne sais pas, madame la présidente. Mais qu'est-ce que vous apporte cette pratique sexuelle ? Du plaisir, ça avait été une demande d'Anna et ensuite, je l'ai répété. Comment étaient placées vos mains précisément sur le cou de Justine ? Ma main droite était sur son cou et l'autre était sur son dos. Et puis, j'ai serré trop fort, madame la présidente. J'étais au-dessus d'elle. Et après cet étranglement, qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que c'est là qu'intervient le coup de poing. Mais pourquoi lui donner un coup de poing ? Je ne sais pas, madame la présidente. Comment se fait-il que les coups que vous décrivez avec le personnage fictif de Noé se retrouvent sur le corps de Justine ?
En effet, comme nous vous le racontions dans nos colonnes la semaine dernière, il s'agit de l'une des nombreuses versions qu'il avait livrées aux enquêteurs. Il racontait alors s'être livré à des violences sexuelles imposées sous la contrainte de ce fameux Noé. Noé ne part pas de rien, poursuit la magistrate. Vous dites « Noé m'a dit de tout faire disparaître ». Vous avez tout fait disparaître. Ce que Noé vous a intimé de faire dans votre mensonge, vous l'avez fait. Cette fois-ci, Lucas n'a pas vraiment de réponse. Il reconnaît avoir inventé le personnage de Noé. Il dit simplement « C'est un personnage imaginaire, Madame la Présidente ». Peut-on imaginer que Justine Vérac n'ait pas voulu de relations sexuelles avec vous? Vous pouvez l'imaginer, répond l'accusé, mais ce n'est pas le cas. Et les marques retrouvées sur Justine, je ne les explique pas. Ensuite, répond Lucas Larrivé, je creuse avec le godet. Je creuse dans un sens et je tire dans l'autre pour évacuer la terre. Il raconte ensuite pousser Justine dans le trou et reboucher avec la terre, puis rentrer chez lui. Il reçoit, dit-il, un coup de téléphone de Manon alors qu'il nettoie. Il brûle les affaires de Justine, se douche, puis part chercher Manon. Il aura avec elle 2 rapports sexuels. Au cours de l'un d'entre eux, il va, on l'a vu, tenter un étranglement, mais Manon va refuser. Alors, dit-il, il arrête. Au petit matin, il part boire un café chez sa mère. « Qu'est-ce qui se passe quand vous ramenez Manon ?» l'interrompt la présidente. Le téléphone de Justine sonne. Je dis à Manon que c'est mon téléphone professionnel. Au retour, je jette le portable. C'est un moment très compliqué pour la famille de Justine. Son père peine à réprimer ses larmes et enfouit souvent sa tête entre ses mains. La mère de la victime, elle, est plus impassible. Quelle est la cause précise du décès de Justine ? Demande la présidente. Je ne sais pas le terme exact, répond l'accusé. C'est bien un étranglement, mais avec une particularité. Strangulation au lien. Ça vous inspire quoi, monsieur Larrivé? Je n'ai pas utilisé de ficelle. Mais je n'ai pas parlé de ficelle, moi, rétorque la présidente. Mais c'est intéressant de noter que vous parlez de ficelle. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'est pas moi qui l'ai mise autour du cou. Elle s'est peut-être enroulée quand j'ai poussé. Mais ce n'est pas un enroulement, mais une ficelle avec un nœud, répond la présidente. Là encore, très compliqué pour l'accusé de s'expliquer. Mais cet élément pourrait bien s'avérer crucial pour les jurés au moment du verdict. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Cristobal Lecrève qui poursuit son live Twitter sur X et qui me permet de faire ce compte-rendu. À demain pour une nouvelle vidéo et évidemment n'oubliez pas de vous abonner à notre compte X et sur YouTube sans oublier d'activer la clochette. Merci et à bientôt.